juin 1944. Sur les plages de Normandie, le fracas des combats laisse place à un silence lourd. Pour des milliers de soldats alliés, l'enfer du débarquement est terminé. Mais un autre commence. Parmi les survivants, des jeunes hommes sont faits prisonniers. Épuisés, ils déposent les armes, s'attendant au traitement réservé aux captifs de guerre. Mais face à eux, ce ne sont pas des soldats de l'armée régulière, ce sont des unités SS, et leur destin vient d'être scellé. Aucun transfert vers un camp n'est organisé, aucun nom n'est enregistré. Les ordres sont clairs, éliminer les prisonniers. En quelques minutes, on les aligne par petits groupes avant d'ouvrir le feu. L'action est rapide, méthodique, implacable. Ce n'était pas un excès isolé, une violence spontanée née du chaos de la bataille. C'était un crime délibéré, commis sur ordre direct. Des dizaines de combattants sont ainsi exécutés quelques instants après leur reddition. Derrière ce massacre se cachent des questions fondamentales. Pourquoi une telle directive? Quelle est la responsabilité des officiers qui l'ont appliquée? Et comment ces crimes ont-ils marqué la mémoire d'une campagne qui devait être celle de la libération? Sur la côte normande, l'aube du 6 juin 1944 se lève sur une mer agitée. C'est le début de la plus vaste opération militaire jamais menée en Europe de l'Ouest. Ce jour, le jour J, doit ouvrir un front décisif contre l'Allemagne. Au matin, une immense force alliée se déploie sur 5 plages: Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Le secteur de Juneau est confié à la 3e division d'infanterie canadienne, commandée par le major général Rod Keller. Des unités blindées et la flotte britannique les appuient avec un feu de couverture. Leur mission? Sécuriser la zone de débarquement, faire la jonction avec les forces britanniques sur leur flanc et avancer jusqu'à la route de Combrayeur, un point stratégique pour bloquer toute contre-attaque allemande. Chaque brigade a des objectifs précis, comme la prise de villages côtiers et la neutralisation des fortifications. Mais face à eux se dresse le mur de l'Atlantique, un réseau de mines et de bunkers en béton. Le 716e régiment d'infanterie allemand, composé de troupes statiques et de recrues peu aguerries, les attend, armés de mitrailleuses et de pièces d'artillerie côtière. La météo est contre eux. Le vent violent et les vagues compliquent l'approche des péniches de débarquement. Plusieurs embarcations sombres tout dévient de leur trajectoire, semant le désordre dans les premières vagues d'assaut. Le plan minutieux est déjà en train de se défaire. Malgré tout, la 7e brigade canadienne lance l'assaut face à Courseulles-sur-Mer. Les soldats du Royal Winnipeg Regiment et du Queen's Own Rifles of Canada touchent terre sous un déluge de feu. Les balles des mitrailleuses MG-42, les obus des canons anti-chars et de l'artillerie côtière déchirent l'air. Les hommes doivent frayer un chemin à travers les barbelés et les obstacles d'acier sous un tir nourri qui ne faiblit pas. Pendant ce temps, la 8e brigade débarque devant Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin. Le North Shore Regiment et les Queen's Own Rifles of Canada font face à des fortifications urbaines intégrées aux premières maisons du littoral. Les sapeurs du génie utilisent des charges explosives pour ouvrir des brèches dans les murs et progresser, rue par rue. À Bernières, l'infanterie est clouée au sol, jusqu'à ce que les premiers chars Sherman parviennent enfin à débarquer et à fournir un appui-feu direct contre les bunkers. L'appui naval joue un rôle essentiel. Des destroyers britanniques et canadiens s'approchent dangereusement de la côte pour pilonner les positions ennemies avec leur artillerie, détruisant les canons qui freinent l'avancée. L'aviation alliée intervient aussi, mais avec des résultats limités à cause du mauvais temps et de la dispersion des bombes. Une fois la bande côtière franchie, la 7e brigade sécurise Courseulles et s'enfonce vers les carrefours routiers. Le combat se poursuit de maison en maison où les Queen's Own Rifles subissent de lourdes pertes mais parviennent à chasser la garnison allemande. La 8e brigade, après de longs accrochages, sécurise Bernières et se dirige vers Bagny-sur-Mer. Là, le 716e régiment maintient encore des nids de résistance avec des snipers et des mitrailleuses qui ralentissent chaque mètre de progression. La 9e brigade, débarquée dans les vagues suivantes, a pour objectif d'atteindre l'aérodrome de Carpiquet. Mais l'avancée est plus lente que prévu. De petites contre-attaques allemandes forcent les Canadiens à consolider leur position. La prise de l'aérodrome est reportée. Le bilan de la journée est lourd. Plus de 1000 hommes sont tués, blessés ou portés disparus dans le secteur de Juneau. Pourtant, l'avancée canadienne est la plus profonde de toutes les plages alliées.
À Omaha, les forces américaines peinent à établir une simple tête de pont. À Juneau, les Canadiens ont réussi à faire la jonction avec les Britanniques, créant un front continu qui stabilise l'ensemble de l'opération. Le 716e régiment allemand, lui, est pratiquement anéanti. Mais les forces allemandes en réserve restent intactes. Au sud de Caen, la 21e division Panzer est prête à intervenir. Et surtout, la 12e division Panzer SS, la Hitlerjugend, composée de jeunes fanatisés encadrés par des vétérans du front de l'Est, attend son heure. La réponse allemande est cependant retardée par des failles dans la chaîne de commandement. Les ordres de mobilisation des blindés n'arrivent qu'en fin d'après-midi. Hitler lui-même n'a pas été informé dans les premières heures. Ce retard offrira aux Canadiens un répit qu'ils n'attendaient pas. Au fil de l'avancée, des groupes de soldats allemands sont capturés. Certains se rendent immédiatement, leur position étant dépassée. D'autres opposent une résistance isolée avant de déposer les armes. Le nombre de prisonniers augmente si vite que l'arrière-garde canadienne manque de structure pour les accueillir. Ils sont rassemblés dans des camps improvisés en attendant d'être transférés en Angleterre. Dans la confusion des combats, quelques Canadiens tombent aussi aux mains de l'ennemi. À la fin du 6 juin, le front canadien s'est enfoncé de plusieurs kilomètres en territoire occupé. Mais la ligne reste fragile. Les commandants ordonnent la consolidation des positions. Ils savent que les renforts allemands sont en route. Au sud, la menace de la 12e Panzer SS se précise, annonçant des affrontements encore plus durs. La journée laisse derrière elle une tête de pont, de lourdes pertes, et la certitude que la bataille de Normandie ne fait que commencer. Sur les plages de Normandie, le bruit des combats s'estompe à peine, laissant place au bilan des premières pertes. La tête de pont est sécurisée, mais chacun sait que la véritable bataille ne fait que commencer. Dans l'arrière-pays, une nouvelle force se met en mouvement. Un an plus tôt, durant l'été 1943, l'onde de choc de la défaite sur le front de l'Est pousse le haut commandement allemand à une décision radicale. Il faut de nouvelles divisions blindées. C'est dans ce contexte qu'émerge une unité unique, la 12e division SS Panzer, surnommée Hitlerjugend. Sa composition la distingue de toutes les autres. Ses rangs sont remplis par de très jeunes recrues, issus des jeunesses hitlériennes. Le régime entend transformer l'endoctrinement politique de leur enfance en une force militaire disciplinée, fanatique, prête à se jeter sans hésiter contre la puissance alliée. Le processus s'enclenche en juin sous la supervision directe de la SS et avec l'approbation personnelle d'Heinrich Himmler. Des garçons de 16 à 18 ans sont recrutés en masse et transférés dans des camps d'entraînement. Leur expérience du combat est nulle, mais ils ont passé leur jeunesse sous une intense formation idéologique et une préparation physique constante. Dès l'âge de 10 ans, ils ont connu les marches, les camps et le maniement basique des armes. Cette préparation facilite leur transition vers la vie de soldat. Pour compenser leur inexpérience, la division est encadrée par des officiers et sous-officiers vétérans. Beaucoup viennent de la première division SS Leibstandarte Adolf Hitler. Ils ont combattu sur le front de l'Est. Ils apportent avec eux une connaissance brutale des opérations offensives et défensives, mais aussi des méthodes de répression contre les civils. La fusion de cette jeunesse endoctrinée et de ce commandement aguerri va forger le caractère de la division. Une arme nouvelle, dont personne ne connaît encore la véritable dangerosité. L'entraînement se déroule de l'été 1943 au printemps 1944. Les jeunes apprennent le maniement des armes légères, les tactiques d'infanterie, le combat au corps à corps et la discipline de peloton. Formés comme une division blindée, ils se familiarisent aussi avec les véhicules et l'armement lourd. Les journées sont un mélange d'exercices physiques exténuants, d'instructions militaires et de discours politiques permanents prononcés par les officiers SS. Fin 1943, la division compte près de 20 000 hommes. Les jeunes dans l'infanterie, les vétérans au poste de commandement et technique. Parmi les chefs les plus influents se trouve Kurt Meyer, dit Panzermeyer. Membre de la SS depuis 1930, il s'est illustré par sa rapidité d'action en Ukraine. Son style est agressif, impitoyable. À ses côtés, Wilhelm Mohnke, vétéran de toutes les campagnes depuis la Pologne, est réputé pour sa loyauté absolue au régime. Le commandant désigné, Fritz Witt, est un organisateur reconnu, lui aussi passé par la France, la Grèce et l'Union soviétique. L'expérience de ses officiers en Biélorussie et en Ukraine s'avère décisive. Là-bas,
Ils ont participé à des opérations de répression, destruction de villages, exécution de civils, lutte contre les partisans. Cet héritage imprègne la culture opérationnelle de la division. La frontière entre action militaire et crimes de guerre y est devenue floue. L'endoctrinement politique, lui, ne cesse jamais. Chaque jour, on leur rappelle la mission du national-socialisme, la haine du bolchevisme et l'obéissance inconditionnelle. Le racisme est au cœur de cette formation, instillant le mépris de l'ennemi capturé. Au printemps 1944, la division est enfin déclarée opérationnelle. Elle est déployée en Normandie, intégrée au groupe d'armée B du maréchal Rommel. Sa position dans la région de Caen est stratégique. Elle doit servir de force de contre-attaque immédiate en cas de débarquement. Le 6 juin, quand l'invasion commence, l'unité est encore en train de finaliser sa préparation. Elle est prête au combat, mais n'a encore jamais tiré un coup de feu. Sa mobilisation dépend d'une autorisation de Berlin qui tarde à venir. Durant les premières heures du débarquement, les informations qui parviennent au quartier général sont confuses, fragmentaires. La surprise et les mauvaises communications empêchent toute réponse coordonnée. Ce n'est que dans l'après-midi que les unités commencent enfin à bouger. Les régiments de panzergrenadiers sont dirigés vers le secteur de Caen, où les forces canadiennes et britanniques ont établi une solide tête de pont. C'est là, dans l'abbaye d'Ardennes, que le 25e régiment de Kurt Meyer installe son poste de commandement. La mission de la division est claire, stopper l'avancée alliée. Pour le commandement allemand, la jeunesse des soldats n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle est vue comme une garantie de fanatisme et de résistance absolue. Avec des officiers endurcis par le front de l'Est et des troupes prêtes à obéir sans poser de questions, la 12e SS Hitlerjugend se prépare à entrer dans la bataille de Normandie. Son baptême du feu allait marquer l'un des épisodes les plus durs de la campagne. Dans le tumulte des premiers jours de la campagne de Normandie, une unité se prépare à son baptême du feu. Son entrée en scène marquera l'un des épisodes les plus sombres de la bataille. Le 7 juin 1944, 24 heures à peine après le débarquement, le front canadien est encore fragile. La 3e division a réussi à s'enfoncer dans les terres, mais elle fait face à des contre-attaques féroces. Une menace se précise, la 12e division blindée SS, la tristement célèbre Hitlerjugend. Au cœur des combats se trouve Puteaux-en-Bessin, un petit village dont le contrôle est devenu vital. Tenir Puteaux, c'est dominer la route de Caen-Bayeux, un axe crucial pour les renforts allemands. Au matin, les hommes du Royal Winnipeg Regiment parviennent à occuper le village après de violents affrontements. Ils progressent dans les ruelles étroites, neutralisent les défenses et font des prisonniers. Des positions sont établies à la hâte dans les maisons et les jardins. Mais ce succès initial allait bientôt voler en éclats. Vers midi, la 12e SS lance sa contre-attaque. Des blindés Panzer IV et de l'infanterie mécanisée déferlent sur le village avec une violence inouïe. Les Canadiens sont submergés et contraints de battre en retraite. Pendant des heures, les combats font rage et Puteaux repasse sous contrôle allemand. Dans le chaos du repli, de nombreux Canadiens se retrouvent isolés. Pour beaucoup, la reddition devient la seule issue. C'est dans ce contexte que les premières exécutions de prisonniers alliés sont documentées en Normandie. Les témoignages des survivants et des paysans locaux décrivent des meurtres commis juste après la capture. Sur une route voisine, un groupe de Canadiens se rend, les bras en l'air. Ils sont alignés le long du bas-côté. Quelques instants plus tard, des soldats de la 12e SS ouvrent le feu avec des armes automatiques, abattant la plupart d'entre eux sur place. La brutalité ne s'arrête pas là. Certains sont exécutés individuellement, avec une cruauté méthodique. Un Canadien qui refuse d'abandonner un camarade blessé est maîtrisé. Un soldat allemand le plaque au sol et le frappe à plusieurs reprises avec sa baïonnette. Le blessé, incapable de bouger, est achevé d'une balle à bout portant. D'autres subissent des violences extrêmes avant l'exécution, des coups de crosse qui brisent les os, suivis de tirs à la tête. Les habitants de Puteaux-en-Bessin observent ces scènes, impuissants. Après les combats, des membres de la 12e SS forcent les paysans à enterrer les corps dans des fosses improvisées. En manipulant les cadavres, les villageois remarquent que plusieurs portent des blessures à l'arme blanche en plus des impacts de balles. Les tombes sont peu profondes. Mais ces sépultures improvisées ne garderont pas leur secret bien longtemps. La violence n'est pas systématique.
Un officier allemand de haut rang serait intervenu pour empêcher l'exécution d'un groupe, ordonnant leur transfert vers l'arrière. Mais sa décision a une portée limitée. Ailleurs, d'autres détachements de la même division continuent de tuer leurs captifs. Pour un soldat canadien, la survie n'est plus qu'une question de hasard. La reddition à Puteaux n'offre aucune garantie. Les survivants raconteront avoir vu leurs camarades être abattus après avoir déposé les armes. Parfois, les prisonniers sont fouillés, puis exécutés sur le champ. Ces pratiques se répètent dans les environs les 7 et 8 juin. Des dizaines de prisonniers sont tués après leur capture. D'autres sont emmenés vers l'abbaye d'Ardenne, où un sort différent les attendra. Ce qui s'est passé à Puteaux est saisissant par l'immédiateté des crimes. Les exécutions ont lieu sur le champ de bataille même, quelques minutes après la reddition, sans aucun transfert. Les enquêtes ultérieures le confirmeront. Les autopsies révèlent des blessures multiples à la baïonnette, des fractures dues au cou et des tirs à bout portant, qui correspondent parfaitement au récit des témoins. Le 8 juin, la 7e brigade canadienne, renforcée par des blindés, lance une contre-offensive pour reprendre Puteaux. Après d'intenses combats, le village retombe entre leurs mains. Dans les rues et les champs environnants, ils découvrent les corps de leurs camarades. Beaucoup portent des blessures par balle à la tête, d'autres des coups de baïonnette au torse ou à l'abdomen. L'ordre donné aux paysans de cacher les corps n'a servi à rien. La rapidité de la contre-offensive a permis de retrouver les preuves. Les crimes de Puteaux établissent un schéma qui se répétera en Normandie au cours des semaines suivantes. Des captures suivies de fouilles rapides et d'exécutions immédiates en violation flagrante des conventions internationales. Dans l'ombre de l'abbaye d'Ardenne, près de Caen, le silence des pierres allait bientôt se briser. Ce complexe monastique médiéval, avec ses hauts murs et ses jardins, avait été réquisitionné par les forces allemandes. C'était un point de concentration pour les troupes et le matériel. Mais après le débarquement, sa fonction changea radicalement. L'abbaye devint le quartier général de Kurt Meyer, commandant du 25e régiment de Panzergrenadiers. Sa division, la 12e SS Hitlerjugend. Ce choix n'avait rien d'un hasard. L'endroit était proche des accès vers Caen, une zone clé pour toute contre-offensive. De plus, la solidité des bâtiments offrait une protection relative contre les bombardements. Un refuge de pierre qui allait devenir un piège. Le 7 juin 1944, les premiers prisonniers canadiens commencèrent à arriver. Des hommes de la 3e division, capturés lors des combats acharnés à Poupeau-en-Bessin ou à Bureau. Une fois franchis les portes de l'abbaye, on les menait dans la cour centrale. Là, sous le regard des SS, ils étaient fouillés. On cherchait des armes de poing, des documents, des cartes. On leur arrachait aussi leurs effets personnels, insignes, montres, lettres. Suivait un interrogatoire bref. Quelle était votre unité? Combien d'hommes déployés? Où sont les blindés? Il n'y a pas de preuve de torture systématique à ce stade, mais les témoignages parleront plus tard de coups et de menaces. La procédure dépendait de l'officier en poste et du hasard. Certains prisonniers étaient conduits vers des quartiers de fortune, d'autres prenaient la direction du jardin à l'arrière. Pour eux, le chemin s'arrêtait là. Le jardin, clos par de hauts murs et caché par la végétation, offrait une discrétion absolue. Les prisonniers y entraient un par un, ou par petits groupes. On les faisait se tenir debout, sans bandeau ni cagoule. Un soldat, armé d'un pistolet ou d'un pistolet mitrailleur, se plaçait derrière ou à côté. Une détonation sèche, à bout portant. La plupart du temps, à la tête ou au cou. Les corps restaient au sol, parfois traînés dans des recoins moins visibles. Entre le 7 et le 8 juin, au moins 18 soldats canadiens furent ainsi exécutés. Des hommes des North Nova Scotia Highlanders et des Sherbrooke Fusiliers. Leurs identités ne seront connues que bien plus tard. Aucun de ceux qui sont entrés dans le jardin de l'abbaye n'a survécu. Pourtant, il y eut une exception. Un soldat canadien réussit à s'échapper en sautant par-dessus une haie. Il se cacha dans les champs voisins jusqu'à rejoindre ses lignes. Son récit décrivait en détail comment les prisonniers étaient fouillés, interrogés, puis conduits vers le jardin pour être éliminés. Son témoignage allait s'avérer crucial. D'autres observations vinrent des fermiers locaux. De loin, ils avaient entendu des coups de feu et remarqué des mouvements inhabituels. Ces bribes d'informations coïncidaient avec les enquêtes menées après la libération de Caen. Lorsque la ville tomba en juillet, les troupes canadiennes retournèrent à l'abbaye. Dans le jardin, ils trouvèrent des restes humains,
enterrés dans des fosses peu profondes. Les corps portaient encore leurs uniformes et leurs plaques d'identité, ce qui permit de les reconnaître. Les rapports médicaux étaient formels. Des blessures par balle à la tête, excluant toute mort au combat. Les murs du jardin portaient les impacts des projectiles, concentrés à des endroits qui correspondaient à la position des corps. La disposition des lieux aidait à comprendre la mécanique de l'horreur. La cour centrale servait de zone de rassemblement. De là, un couloir étroit menait à l'arrière-cour. Les hauts murs empêchèrent de voir ce qui se passait à l'intérieur et étouffaient en partie le son des tirs. C'est ce qui explique pourquoi les villages voisins n'ont presque rien perçu. La répétition du processus sur plusieurs groupes montrait qu'il ne s'agissait pas d'une action isolée, mais d'une pratique délibérée. Les archives alliées confirmèrent 18 exécutions, même si certains témoignages suggèrent qu'il y en eut davantage. Parmi les victimes, des sous-officiers, des soldats du rang, des spécialistes. Tous appartenaient à des unités qui s'étaient battues en première ligne après le débarquement sur Juno. L'épisode de l'abbaye d'Ardenne devint l'un des crimes les plus tristement célèbres de la campagne de Normandie. Sa brutalité était évidente, mais c'est le lieu qui le rendit encore plus sinistre. Un quartier général régimentaire officiel. Les enquêtes judiciaires ultérieures établirent l'implication des commandants. Le témoignage du soldat rescapé, les preuves médico-légales et les rapports militaires furent des pièces maîtresses du procès contre Kurt Meyer et d'autres officiers. Le complexe monastique était devenu le symbole d'une division qui, dès les premiers jours de juin, mêlait opérations militaires et exécutions sommaires. Au début du mois de juin, les opérations et les exécutions sommaires se multiplient. Dans le silence des châteaux et des sentiers normands, on exécute sans bruit. Mais les combats qui suivent le débarquement vont transformer la nature de cette violence contre les prisonniers canadiens. Après les affrontements de Poutot-en-Bessin et de l'abbaye d'Ardenne, les 8 et 9 juin 1944 marquent une escalade. Ce qui relevait de l'exécution immédiate après capture devient un massacre systématique, planifié et répété en plusieurs lieux sous le contrôle de la 12e division SS Hitlerjugend. Les scènes de ces crimes se concentrent autour de Bretteville, Puteaux, Caen et Quesnay. À Bretteville, la 7e brigade canadienne a établi des positions défensives, mais les contre-attaques allemandes ne cessent pas. Dans ces heures confuses, plusieurs soldats sont encerclés et capturés. Au lieu d'être envoyés à l'arrière, une vingtaine d'entre eux sont emmenés à la périphérie de la ville. Là, ils sont alignés près d'un fossé et abattus par un peloton. Les villageois, plus tard forcés de retirer les corps, se souviendront les avoir traînés vers les champs voisins et enterrés dans une fosse peu profonde. Un drame d'une grande portée se déroule dans un château réquisitionné comme quartier général par un bataillon de la division. Le 8 juin à midi, 24 Canadiens et 2 Britanniques sont conduits dans le bâtiment. Après une fouille rapide et de brefs interrogatoires, on leur ordonne de marcher vers un champ de tir voisin. Leur destination finale n'est pas un camp de prisonniers. Là, les 26 prisonniers sont contraints de s'aligner, les mains en l'air ou derrière la tête. Face à eux, un peloton de panzergrenadiers attend l'ordre. Lorsqu'il est donné, les SS ouvrent le feu avec des fusils et des mitrailleuses. La plupart tombent instantanément. Ceux qui bougent encore sont achevés d'une balle à bout portant. Parmi les victimes se trouve un médecin canadien, clairement identifié par un brassard de la Croix-Rouge. Son exécution, malgré la protection internationale qui le couvrait, démontrait que l'élimination des prisonniers était une décision consciente. Les routes qui relient Caen à Quesnay sont aussi le théâtre de massacres. Plusieurs groupes de prisonniers capturés lors de contre-attaques sont contraints de marcher vers des zones isolées. Sur un tronçon au sud de Caen, environ 17 Canadiens sont alignés dans le fossé et exécutés par des rafales de mitrailleuses. Les paysans qui devront plus tard retirer les corps signaleront que les victimes présentaient des blessures par balles concentrées à l'arrière du cou. Une indication qu'on les a forcés à s'agenouiller ou à se pencher avant de leur tirer dessus. À Quesnay, un autre groupe de 30 à 40 soldats est conduit dans une clairière au bord de la route. Après les avoir forcés à lever les mains, un officier allemand leur annonce qu'ils ne seront pas envoyés dans un camp de prisonniers. Puis, l'ordre d'ouvrir le feu est donné. La plupart meurent sur le coup, mais certains tentent de s'enfuir. Un seul homme réussira à atteindre les lignes canadiennes et à témoigner de ce qui s'est passé.
Lorsque la zone fut libérée, on découvrit des tombes contenant des restes portant de multiples impacts et, dans certains cas, les mains liées par des sangles. Les récits des survivants coïncidaient sur la mécanique. Un soldat raconta que lorsque la fusillade a commencé, il s'est jeté au sol en faisant le mort et a réussi à s'échapper pendant la nuit. D'autres ont raconté qu'ils sont restés immobiles sous les corps de leurs camarades jusqu'au retrait des SS. Ces coïncidences révèlent un schéma clair. Des groupes alignés, des tirs de mitrailleuses et parfois des tirs individuels à bout portant. À partir du 8 juin, la violence contre les prisonniers canadiens devient une pratique courante dans le secteur de la 12e SS. La séquence est toujours la même. Capture, fouille rapide, bref interrogatoire et exécution de groupe. Les lieux varient entre des fossés, des champs ouverts ou les jardins de bâtiments réquisitionnés, mais la mécanique se répète à l'identique. L'ampleur de ces massacres se reflète dans les chiffres estimés par les rapports alliés. Entre le 7 et le 10 juin, on estime qu'entre 80 et 100 prisonniers ont été exécutés. La structure de commandement de la 12e SS accordait une certaine autonomie aux chefs de compagnie et de bataillon, ce qui explique les différences dans le nombre de victimes et le lieu des massacres. Cependant, la similitude des méthodes indique une directive commune: éviter le transfert de grands groupes de prisonniers et les éliminer sur le lieu même de leur capture. La procédure avait été systématisée en quelques jours, devenant partie intégrante du mode opératoire de la division. Les massacres de ces journées se distinguaient des exécutions immédiates de Puteaux par leur ampleur et leur organisation. Alors qu'à Puteaux, la violence était née au milieu des combats urbains, dans les châteaux, sur les routes et dans les champs, les exécutions suivaient désormais des protocoles plus élaborés, avec des transferts planifiés et une élimination collective organisée. Cette évolution a marqué un tournant dans la conduite de la division. Un modèle de répression systématique venait de se consolider dans tout le secteur canadien. Dans la campagne normande, le bruit des grands combats s'estompe. Mais une autre forme de violence, plus discrète et insidieuse, prend le relais. Une chasse à l'homme silencieuse commence dans les champs et les forêts. Après les massacres de Puteaux-en-Bessin ou de l'abbaye d'Ardennes, la brutalité ne cesse pas. Elle change de visage. Les exécutions deviennent dispersées, presque improvisées, dans de petites localités rurales. Des soldats canadiens, capturés par groupes de 3, 5 ou 10, sont simplement retirés du front. Ils disparaissent sans laisser de traces officielles. Des granges et des étables, réquisitionnées comme postes de commandement, deviennent des antichambres de la mort. Les prisonniers y sont détenus quelques heures, sous la garde de quelques soldats. Puis, on les mène à l'extérieur, vers un bois ou un champ voisin. Des coups de pistolet ou de courtes rafales de mitraillettes déchirent le silence. Parfois, les corps sont abandonnés sur place. D'autres fois, ils sont enterrés à la hâte sous le sol des granges ou dans les fossés. Des fermiers, contraints de collaborer sous la menace, se souviendront avoir dû recouvrir eux-mêmes les corps de terre. Même les cicatrices laissées par les bombardements alliés sont détournées. Les cratères d'obus offrent des tombes rapides et pratiques. Des petits groupes de prisonniers sont amenés au bord de ces trous, abattus d'une balle dans la tête, puis poussés à l'intérieur. Des semaines plus tard, en retournant travailler leurs terres, des paysans découvriront les corps à peine recouverts de terre. Les témoignages les plus troublants viennent de l'intérieur même de la machine de guerre allemande. Des conscrits polonais, enrôlés de force dans la Wehrmacht, décrivent des scènes d'une brutalité méthodique. L'un d'eux raconte avoir vu 7 Canadiens alignés devant une mitrailleuse, fauchés en quelques secondes. Des prisonniers allemands capturés par les Alliés le confirment. Au sein de la 12e SS, l'élimination des prisonniers était devenue une procédure normale. Pour les enquêteurs, le plus grand défi est l'absence de corps. Des dizaines de non-canadiens figurent sur les listes de disparus. Leur sort reste un mystère. Ils ne sont jamais arrivés dans les camps de prisonniers et personne ne les a revus vivants. La conclusion la plus probable est qu'ils ont été exécutés dans des lieux isolés et enterrés dans des tombes qui ne seront jamais retrouvées. La population civile normande est un témoin muet de cette horreur. Dans les villages, des habitants voient les prisonniers emmenés vers les granges ou les forêts. Peu après, ils entendent les détonations, mais la peur des représailles des SS les contraint au silence. Ce n'est qu'après la libération que ces familles oseront enfin raconter ce qu'elles ont vu. Avec la fin des combats, les témoignages commencent à faire surface.
Le temps du silence est terminé. Celui de la justice ne fait que commencer. La bataille de Normandie est terminée. Mais pour le Canada, une autre guerre commence. Une guerre contre l'oubli, menée dans les décombres de l'Europe. Il faut retrouver les responsables des exécutions de prisonniers, documenter, juger. Au cœur de cette quête de justice, un nom revient sans cesse, Kurt Meyer, commandant dans la 12e division SS Hitlerjugend. En septembre 1944, il est capturé en Belgique par des troupes américaines. Son destin bascule lorsqu'il est remis aux autorités canadiennes. La plupart des victimes de son unité portaient leur uniforme. Décembre 1945. Dans la ville allemande d'Aurich, un tribunal militaire canadien se met en place. C'est le premier grand procès pour crimes de guerre mené par le Canada. L'accusation contre Meyer ne repose pas sur un acte qu'il aurait commis lui-même, mais sur sa responsabilité de commandement. Il était le chef. Il aurait dû empêcher les massacres ou punir les coupables. Il n'a rien fait. À la barre, les preuves s'accumulent. Des soldats canadiens survivants des massacres livrent des témoignages glaçants. Des civils français racontent ce qu'ils ont vu. Mais une voix submerge toutes les autres, celle d'un soldat qui a réussi à s'échapper de l'abbaye d'Ardenne. Son récit détaillé des interrogatoires et des exécutions dans le jardin est décisif. Les rapports des médecins légistes confirment ces dires. Les corps exhumés parlent d'eux-mêmes, des tirs à bout portant, aucune trace de combat. Le 28 décembre 1945, le verdict tombe. Kurt Meyer est reconnu coupable. La sentence est la mort par peloton d'exécution. Pourtant, en janvier 1946, tout change. Le général Harry Crerar, commandant de la première armée canadienne, commue la peine en prison à vie. La raison, il est impossible de prouver que Meyer a donné un ordre d'exécution direct. Sa responsabilité de chef est maintenue, mais la décision sème déjà les graines de la controverse. Meyer est envoyé au Canada pour purger sa peine, dans le pénitencier de Dorchester. En 1951, il est renvoyé en Allemagne dans une prison militaire britannique. Puis, en 1954, après seulement 9 ans de détention, il est libéré. Au Canada, la nouvelle provoque une onde de choc. Pour les familles des victimes, la justice n'a pas été rendue. Le cas Meyer n'est que la partie visible de l'iceberg. D'autres procès, plus modestes, sont menés contre des officiers de la 12e SS. Mais la plupart se heurtent à un mur de silence. Les ordres étaient verbaux, les preuves rares, et les témoins se taisaient ou avaient disparu. Résultat, seules quelques condamnations symboliques sont prononcées. Beaucoup d'hommes échappent aux poursuites. La figure de Wilhelm Mohnke incarne cette justice inachevée. Commandant de bataillon, son nom est lié à plusieurs massacres. Capturé par les soviétiques, il passe des années en prison avant d'être libéré en 1955. De retour en Allemagne, il ne sera jamais jugé pour ses crimes en Normandie. Aucune preuve directe ne permet de l'inculper. Jusqu'à sa mort en 2001, il restera un homme moralement responsable, mais jamais condamné par la loi. La mémoire des victimes, elle, continue de hanter les champs de Normandie. Même après le silence des armes, le souvenir des victimes reste ancré dans la terre de Normandie. Dès les premières années de l'après-guerre, la mémoire prend une forme physique. À Horthy, des plaques rappellent les noms des soldats tués en juin 1944. L'abbaye d'Ardenne, elle, devient un sanctuaire permanent, où des inscriptions et des cérémonies honorent les 18 prisonniers exécutés dans son jardin. Mais le souvenir exigeait plus que la pierre. Il exigeait la justice et la vérité. Les historiens canadiens consacrent d'innombrables études à ces événements, analysant l'ampleur des massacres et leur effet dévastateur sur le moral des troupes. Le procès de Kurt Meyer, en particulier, est scruté sous toutes ses coutures, tant sur le plan juridique que militaire. Les archives judiciaires d'Orec sont soigneusement conservées, témoignages essentiels des efforts pour établir les responsabilités. Au Canada, la Société Radio-Canada produit des documentaires qui donnent une voix aux vétérans et aux familles des victimes. Leurs témoignages poignants gravent ces crimes dans la conscience collective. À l'échelle internationale, ces massacres s'inscrivent dans le tableau plus large des crimes de guerre nazis. Bien que leur ampleur soit moindre que sur le front de l'Est, leur portée est immense. Ils ont été commis contre les troupes régulières d'une armée alliée, à un stade avancé de la guerre,
alors que les règles sur le traitement des prisonniers étaient universellement reconnues. Pour le Canada, la blessure est profonde. C'est le plus grand crime de guerre jamais subi par ses forces armées dans toute leur histoire. L'affaire Meyer devient un cas d'école pour le principe de la responsabilité du commandement. Comme lors des procès de Nuremberg, la justice démontre qu'un officier peut être condamné non seulement pour avoir ordonné une exécution, mais aussi pour avoir laissé de telles pratiques s'installer au sein de son unité. Ce précédent allait durablement marquer le droit humanitaire international. Les décennies passent, mais la mémoire ne faiblit pas. Chaque anniversaire du débarquement, des délégations canadiennes se rendent en France. Elles se recueillent à l'abbaye d'Ardennes et sur les autres lieux d'exécution. Les cérémonies incluent la lecture des noms des soldats tombés. Les vétérans, tant qu'il en reste, se tiennent là, en silence. Les recherches continuent d'affiner la compréhension de ces événements. L'analyse historique révèle un lien direct entre l'endoctrinement idéologique de la 12e SS, l'expérience brutale de ses commandants sur le front de l'Est et l'importation de ces méthodes sur le front Ouest. Cette approche a permis de mieux saisir les mécanismes qui ont rendu possible de tels crimes de guerre. Aujourd'hui encore, la documentation issue de ces enquêtes sert de base à des études juridiques sur la protection des prisonniers et la responsabilité du commandement. Les dossiers de Normandie sont fréquemment cités en exemple dans les manuels militaires et les colloques de droit international. La mémoire des soldats canadiens exécutés en Normandie reste vivante, au Canada comme en France. La persistance des cérémonies et des recherches montre que ces épisodes ne sont pas seulement une page de l'histoire militaire. Ils sont un chapitre essentiel dans la mémoire que le Canada a construite de sa propre histoire.